Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des mercredis de l'espoir. Donc, nouvelle formule, hein, formule rétrécie, concentrée justement sur l'espoir. Alors, voyons voir ce qu'il y a au programme aujourd'hui. Alors, voyons voir ça. Donc, aujourd'hui, voilà. Donc, ce qu'il y a au programme. Donc, c'est quelque chose en fait qui fait suite aux chroniques des barbaries de la semaine dernière, de vendredi dernier. Dépasser les transgressions, dépasser les... Ah, excusez-moi. Dépasser les transgressions et la société de consommation. Le marché du désir tel que défini par Michel Clouscar. Nous avons vu la semaine dernière que cela amenait à ces transgressions amenaient à la barbarie actuelle, celle vers laquelle nous orientons. J'en profite avant d'aller plus loin de rappeler donc le rendez-vous des chroniques des barbaries, donc qui aura lieu vendredi prochain à 18h30, hein, le rendez-vous du vendredi. Nous évoquerons les sujets, on va continuer sur le Covid, hein, parce que c'est quand même une des barbaries principales qui nous touche aujourd'hui et pour un bon moment, je pense. Et puis après ça, bon, le sujet n'est pas encore, enfin le sujet sera sans doute un numéro peut-être un peu plus court, donc avec donc un rappel de ce qu'est la barbarie quand même, hein. Je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler, cette définition qui a été posée, puisqu'il y a eu des discussions autour de ça par la suite. Et puis voilà, nous verrons ça. Donc je vous invite à rejoindre vendredi chroniques, la chronique des barbaries. Pour aujourd'hui, dépasser les transgressions, c'est le thème du jour. Et donc voilà. Donc voilà. Donc, de nouveau, bienvenue. Donc déjà, on va commencer pour voir, essayer de trouver des solutions. Justement, on a posé le problème vendredi dernier, et c'est le problème qu'a posé Michel Clouscar, en définitive. Il a donné quelques pistes pour sortir, pour essayer de sortir de cette société. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Donc on va déjà rappeler un petit peu qu'est-ce qui a été dit vendredi dernier, et qu'est-ce qui a été posé. En fait, on a fait croire aux gens que consommer, c'était s'émanciper, hein, donc c'est transgresser, c'est être libre, jouir, c'est être révolutionnaire, hein. Voilà, c'est un peu la formule, le mantra des libéraux libertaires, en fait,
où en fait leur stratégie c'était de dépasser à l'époque le Parti communiste qui était très puissant, le mouvement ouvrier qui était très puissant, ben, c'était de le dépasser par la gauche, mais sur des choses un peu factices, hein, sur l'habillement, sur la consommation, parce que le but aussi était aussi d'ouvrir des champs de consommation nouveaux, hein, puisque c'était important de créer des marchés. Le capitalisme, pour se développer, enfin, a toujours besoin de se développer, c'est l'accumulation du capital, et donc il doit s'épandre indéfiniment. Et donc, bah, c'est un des moyens qu'il a trouvé pour continuer de s'épandre en transgressant les interdits de la société bourgeoise traditionnelle qu'il y avait auparavant. Voilà. Juste, je vérifie que le son est bien diffusé, parce que comme ça m'arrive parfois d'oublier de le diffuser. Donc voilà, donc par un tour de passe-passe, en définitive, ils ont réussi à créer des transgressions. Mais ces transgressions, les conséquences de ça, c'est que ces transgressions qui faisaient cette morale qui faisait le lien social et la stabilité et de la société, du coup se sont trouvés attaqués et perdus en partie et battus en brèche, puisque pour être révolutionnaire, il fallait justement battre toute cette accumulation, je dirais, sociale de notre passé, et donc pour passer à un stade supérieur. Bon. Donc, dans cette intégration, dans cette perspective, ces transgressions, bah, en consommant, du coup, quelles sont les conséquences, quoi? En consommant, bah, on est un pur consommateur. C'est-à-dire, en consommant, on croit se libérer. Aux États-Unis, ça s'est traduit notamment par le fait d'un endettement permanent des gens pour pouvoir consommer, parce qu'on leur disait il faut consommer, consommer, donc ils s'endettent complètement, et enfin, être complètement endetté, ça veut dire qu'on n'est plus autonome, puisqu'on est toujours redevable à une banque ou à diverses institutions financières d'argent. Donc, quelque part, on y perd une partie de sa liberté également. Donc, en fait, en vérité, on s'enferme dans des prisons. Bon, ça, c'est un autre exemple, mais ce qui avait été cité, c'est tout ce qui a généré l'obésité, la vie nocturne, c'est-à-dire les gens qui vivent la nuit. Ça développe des terrains favorables pour les maladies chroniques, notamment, hein, ces deux aspects-là, ou des gens qui mangent de la merde, hein, pour appeler un chat un chat. Ça crée des heures passées ou des jours, mais c'est la réalité malheureusement, des jours et des nuits passées à regarder des séries sans intérêt, c'est-à-dire on regarde les autres vivre plutôt que de vivre soi-même sa propre vie. Au final, on arrive à une perte de l'estime de soi, parce que c'est flagrant chez les obèses, hein, mais je pense que c'est aussi une réalité dans plein de gens qui sont dans ces situations, qui se rendent bien compte que c'est pas ce qui mène, c'est pas une vie, parce que donc au final, on arrive à perdre l'estime de soi. Et il y a aussi un autre trait qui est lié à ça, c'est-à-dire de la consommation. Donc on fait tout pour être dans la consommation, donc gagner de l'argent pour pouvoir consommer. Et donc on se replie sur soi-même, on devient égoïste et on se replie dans une vie solitaire. Ce qui n'est pas une vie, puisque les hommes sont des animaux sociaux qui sont là pour vivre et se reproduire. Hein. Nous sommes des mammifères, et même tous les animaux, hein, même les plantes. Hein. C'est simplement le cycle de la vie. Bah, ça vient en contradiction même du cycle de la vie, quoi. Donc voilà. Bon. Voilà un panégyrique en fait de barbarie, parce que chacune de ces choses-là, c'est une barbarie, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nuit gravement à notre être, à nos besoins intimes d'être humain, qu'on soit un homme ou une femme. Donc voilà ce qui avait été dit, et cette société de la transgression et de la consommation, elle, quand même, elle est très ancrée, et bon, et donc trouver les moyens de sortir de ça, c'est pas forcément évident. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est un vrai défi, hein. C'est un vrai défi, donc je dis pas que j'ai les solutions définitives, mais je propose déjà quand même quelques pistes que vous jugerez, que moi je trouve assez intéressantes, et qu'on pourra, dont l'idée est de développer, parce que dans une perspective de la 6ème République, la 6ème République, évidemment, c'est un aspect politique, évidemment, qui est le moyen de rebondir, mais c'est le moyen d'échapper à la barbarie. Et pour échapper à la barbarie, il y a la notion d'espoir, mercredi de l'espoir. Il faut tracer une perspective, et une perspective dans plein de dimensions.
Et là, on va voir dans cette dimension-là, comment sortir de ça pour justement en sortir un espoir et sortir de ces situations qui sont délétères. Alors, comment dépasser? Comment faire? Voilà bien le problème. Alors, les transgressions, par exemple. Hein. Donc, actuellement, on a des valorisations d'attitudes comme le gaspillage, par exemple. Où est-ce que... c'est l'obsolescence programmée, mais c'est aussi, dans bien des cas, on jette des choses, on achète, on frime, on fait ce genre de choses, vous voyez. Et on gâche beaucoup de nourriture, mais beaucoup de choses pour se dire, on a les moyens, et c'est le deuxième point, dans la société de consommation, eh bien, on a une abondance de biens, mais ce sont bien souvent des biens de mauvaise qualité. Par exemple, je pense des chaussures, par exemple, si vous voulez une bonne paire de chaussures, ça coûte quand même assez cher. Eh bien, on va acheter plein de chaussures qui sont de mauvaise qualité, donc qui vont vous abîmer les pieds et qui vont être usées en quelques semaines, mais du coup vous allez en changer sans arrêt, vous voyez. C'est-à-dire que là on gaspille de l'énergie, on gaspille du transport, on gaspille du travail humain pour amener ces chaussures, pour les vendre, etc., pour aller les chercher, etc. On va perdre du temps. Donc tout ça c'est du gaspillage aussi. Mais on est dans la société de consommation, on fait fonctionner un moteur pour quelque chose que si on avait acheté des chaussures de bonne qualité et fabriquées de façon durable, eh bien, qui est inutile puisqu'on sait le faire. Hein, puisqu'il y a des chaussures qui existent et qui sont comme ça. Et puis, voilà, c'est toute la... Comment dépasser également. Donc ça, on est habitué à ça. Hein, on est habitué à tout où, par exemple, les gens, ils vont dans la société de consommation. Pour eux, une sortie, c'est d'aller au supermarché ou d'aller faire des magasins ou des choses comme ça. La consommation est devenue... Alors, il faut consommer, hein, comme on l'a déjà vu par ailleurs. La consommation fait partie de notre être, mais ça devient l'activité de loisir, entre guillemets, principale. Bon, il y a un problème là quand même. Et puis il y a la société du désir, c'est-à-dire on va toujours désirer quelque chose, des voitures allemandes, du bling-bling, bon alors pour Sarkozy c'est un yacht, c'est une Rolex, etc. Mais chacun à son échelle en fait, voilà, veut être dans le bling-bling, mais qui sont des choses factices et ce sont que des objets. C'est des objets qui ne vous rendront pas plus heureux. Les objets ne rendent pas heureux. Il faut des objets pour vivre, mais au-delà d'un certain seuil, ça ne va pas vous rendre plus heureux. C'est pas parce que vous avez un iPhone avec des diamants autour, etc., ça existe, hein, que vous allez être plus heureux. Vous allez juste pouvoir dire « Ah ouais, t'as vu ça, moi j'ai ça. » Bon. Voilà, c'est une piètre satisfaction. En tant qu'être humain, je ne vois pas quel désir ça assouvit, mais bon. Et tout ça, donc réussir à dépasser tout ça, donc qui est un creux, hein, où on le mesure tous les uns autour des autres, hein, avec les histoires, les marques, etc., même pour les baskets chez les gamins, etc. Vous voyez, on est très, très, très imprégné par ça. Donc sortir de cette ornière va pas être facile du tout. Hein. Il faut trouver quelque chose, justement, qui soit à la hauteur, mais sans être réactionnaire. Parce que, bon, il y a plein de gens qui sont partisans du retour en arrière, parce que réactionnaire, c'est ça que ça veut dire. Mais le retour en arrière, c'est de toute façon illusoire, puisque jamais, l'histoire ne va jamais en arrière. On va toujours vers l'avant, le temps, il y a une flèche du temps, hein, on va toujours vers l'avant. Et le retour en arrière est impossible. Déjà, les gens n'ont pas la même culture, ils ont changé, il y a eu des brassages de population, enfin, c'est totalement illusoire et impossible. Donc le partisan du retour en arrière, ça ne peut survenir que au travers d'un tyran, quelque part, qui vous tire en arrière par une dégénérescence, hein, par la barbarie, justement, par des tyrans qui vous amènent en arrière. Bon, il y en a hein, qui veulent vous ramener au 7e siècle, hein, suivez mon regard, mais il y a d'autres tyrans qui veulent vous ramener dans les années 30, ou je ne sais où, enfin, c'est pas possible, ou dans les années 60, tout le monde a son imaginaire, un petit peu. Mais ça, c'est pas possible. Et puis, donc, c'est illusoire ou c'est aussi une barbarie, en fait. C'est choisir de passer une barbarie à une autre barbarie, ou s'enfoncer plus avant dans la barbarie. Donc, voilà. Donc, dépasser cela sans être réactionnaire.
qui est fréquent dans les propositions politiques. Et puis, en plus, sans être réactionnaire, parce qu'en plus, les gens, par exemple, sur ce qui a été montré la semaine dernière sur l'idéologie du désir, hein, je rappelle le livre de Kluskar, où Kluskar, ce qu'il fait, il fait dans ces livres-là, hein, il fait des propositions dans son dernier ouvrage surtout, il parle, il décrit ce qui est en train de se passer, la situation et pourquoi on en est là, et etc., etc. Et beaucoup de gens disent « Ah, c'est un auteur réactionnaire ». C'est la conclusion de Jean Zin, par exemple, pour consulter son site internet. Et à conclusion fréquente, ah, ben, il a une dimension réactionnaire. Mais il ne fait que décrire ce qui se passe par rapport à la situation antérieure, hein, voilà, à la société traditionnelle bourgeoise, de l'accumulation, etc., des économies et des choses comme ça. Or, en fait, Kluskar ne prône jamais un retour en arrière. C'est-à-dire que le fait de décrire quelque chose, ça ne veut pas dire que vous voulez revenir en arrière. Ça, c'est une confusion qui est souvent faite. Donc, faire attention aussi à ça. C'est-à-dire que ça, c'est pas décrire les choses, ce n'est pas être réactionnaire, c'est juste décrire les choses. Hein, on pose le problème avant de chercher les solutions. Voilà. Donc, Kluskar, dans ses ouvrages, et dans l'ouvrage que j'ai présenté dans les chroniques, dans la chronique des barbaries, pose le problème. Il ne propose pas de solution à ce moment-là. Ça viendra bien plus tard. Alors, donc comment faire, comme je dis bien, hein, le problème c'est que la société de consommation est très ancrée, et profondément, hein, si on a un petit peu une culture marxiste comme c'est mon cas, on se dit que c'est le sens de l'histoire, dans un sens où le matérialisme historique, qui est le moteur de l'histoire selon Marx, nous conduit à ça, nous amène à ça. Donc, quelque part, on est dans le sens de l'histoire, et on pourrait se dire, eh bien, là, du coup, la barbarie, comme le socialisme n'interviendra pas, hein, je crois qu'il faut être clair, la chance du socialisme a eu lieu, ou du communisme, hein, pour parler socialiste-communisme, hein, c'est un peu la même chose, hein. C'est juste des temporalités un peu différentes. C'était le XXe siècle, le siècle du socialisme, et le socialisme n'est pas intervenu. Bon, alors, en Chine, il y a quand même des éléments communistes. Il ne faut quand même pas non plus tout dire que c'est complètement... Mais bon, la Chine a une dimension aussi très capitaliste, d'un communiste un peu mitigé, cochon d'Inde, on va dire. Donc du coup, on se retrouve à dire, si on regarde la roue de l'histoire et l'avancement de l'histoire, c'est inéluctable, et le matérialisme historique mène à ça, et donc bah, la barbarie est certaine. C'est une des options, hein, et c'est pas du tout impossible, hein, c'est même assez probable. Si on continue comme ça, et si un P6R échoue, ce qui est tout à fait possible, hein, et je dirais même probable, hein, puisque cette initiative est toute petite et elle essaye d'entraîner un mouvement civilisationnel, mais enfin, la montagne à monter, elle est énorme. Par rapport à ce que nous représentons, c'est même un projet complètement fou. Mais le problème, c'est que c'est la barbarie en face. Donc la barbarie, avec tout ce que ça représente, bah, faut tout faire pour l'éviter. Et donc, bah, l'idée d'un P6R, c'est de tout faire pour l'éviter, justement. Donc, c'est la roue de l'histoire d'aller vers toujours plus de consommation, donc d'utiliser toutes les ressources avec cette croissance exponentielle du capitalisme, et bah, on va épuiser toutes les ressources, donc matérielles, donc c'est par exemple l'épuisement des ressources, des matières premières, hein, par exemple des forêts, etc., hein, mais aussi des mines et des minéraux, même le sable, hein, j'en parlerai certainement dans une prochaine chronique des barbaries également. Mais des sociétés humaines, c'est-à-dire que, et c'est ce qu'on parle là par les transgressions, c'est-à-dire qu'on épuise les sociétés humaines, on tire tout ce qu'on peut pour pouvoir faire de l'argent et pour pouvoir continuer d'en accumuler. Et donc, c'est le sens du matérialisme historique dans cette voie, si elle poursuit dans la voie actuelle, quoi. Qui n'a pas évidemment que des inconvénients, puisque les gens, du coup, peuvent manger, etc. Le fait est, par exemple, qu'avant les pauvres, ils étaient maigres, maintenant les pauvres, ils sont gros. Vous voyez, bon. Qu'est-ce qui est le mieux, on ne sait plus trop à la fin, hein, mais bon, voilà. Donc ça n'a pas que des inconvénients, ça donne aussi à manger à tout le monde. Voilà. Voilà, donc nous sommes quand même dans une culture des transgressions,
Et la société du désir nous imprègne tous, nous, moi comme les autres, et tous nos contemporains. Donc comment réussir ce défi de réorienter, je dirais, tout est là, hein, du quantitatif, puisque le matérialisme historique ça continue de s'appliquer, mais du passé d'un matérialisme historique quantitatif, donc de la quantité de bouffe, de la quantité de tout, si vous voulez, à un matérialisme historique qualitatif, parce que c'est la seule option. Alors, quelque part, comment faudrait-il s'y prendre? Il faudrait un coup de génie, hein, comme le décrit Kluskar. Ça a été un coup de génie du capitalisme de déborder le mouvement communiste qui était grandissant à l'époque sur toute la planète, de déborder par la gauche. Il faudra un coup de génie un peu du même ordre, si vous voulez. Hein. Bon, alors, ça va être pas facile. Quand vous essayez de se mettre à... Bon, je sais pas si Marcus était un génie, mais enfin, quelque part, c'est un coup de génie, quand même, malgré tout. C'était pas évident, puisque les bourgeoisies traditionnelles, jusque-là, n'avaient pas réussi à endiguer le communisme. Donc, en face, surtout qu'en face, qu'est-ce qu'on a à proposer? Ce qu'on a proposé, hein, ce qu'on a bien vu dans d'autres émissions, c'est le travail, le sérieux. Hein, quelque part, l'apposer quelque part des transgressions et des dilutions de la société, de l'opposition du père, du fils, des hommes et des femmes, de tous contre chacun, en fait. C'est ça, en fait, la société des transgressions. C'est, on oppose les hommes aux femmes, les enfants aux parents, les producteurs aux consommateurs, etc., de telle sorte à ce que le système capitaliste continue de garder le contrôle sur la production. Et donc on crée de la division, c'est diviser pour régner, hein, d'une autre façon de le dire, c'est on divise les uns contre les autres, surtout qu'ils ne puissent pas s'unifier, faire du collectif, d'où l'individualisme, hein, qui est poussé au maximum pour ne pas faire collectif, et pour que eux, l'oligarchie, elle continue à contrôler tout ça. Tout est là. Hein. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a à proposer? On a à proposer le travail et le sérieux par rapport à ça. Évidemment, c'est moins sexy, et c'est vraiment très exactement le terme approprié, puisque dans la société du désir, c'est vraiment ça. Et donc, on a quelque chose où on dit, vous allez consommer, etc. Et puis de l'autre, nous, on va dire, on amène le travail et le sérieux. Ce qui peut apparaître réactionnaire, mais le travail, il sera toujours nécessaire, et le sérieux sera toujours nécessaire. Hein. Sinon, vous ne mangez plus, vous ne vous habillez plus, les avions s'écrasent, etc., etc. Donc le travail et le sérieux, c'est ni réactionnaire, ni progressiste, c'est juste nécessaire en tout temps, en tout lieu. Donc on est quand même face à un mur. On est face à un mur, puisque on a une forte adhésion de la population à ça. C'est ce qui peut expliquer, par exemple, les mouvements à Hong Kong et ce genre de choses. Mais, donc, comment faire pour ne pas se buter et s'écraser contre ce mur? Eh bien, l'idée, hein, comment s'y prendre, c'est il faut contourner le mur, ou il faut sauter par-dessus, plus exactement. C'est un peu comme la Constitution. La Constitution telle que proposée par une perspective de la 6ème République, l'idée c'est de... Pourquoi proposer une Constitution? Parce que c'est un moyen, par plus de démocratie, de dépasser les problèmes actuels, mais c'est aussi et surtout un moyen de résoudre le problème du blocage politique que l'on a actuellement en France, où à la droite et à gauche, c'est le centre qui gouverne, hein, 2 Français sur 3, comme il disait à l'époque Giscard d'Estaing, et de faire un pont entre la droite et la gauche, parce que sinon, avec la droite et la gauche, nous sommes très largement majoritaires. On l'a vu en 2005 avec le référendum. On est majoritaire, mais ce qu'il faut, c'est réussir à établir un pont entre cette opposition de droite et cette opposition de gauche. Opposition de droite et de gauche, qui sont décrites d'ailleurs par Michel Kluskar dans cette idéologie du désir, et justement c'est ce qu'ils ont transgressé. Ils ont transgressé des valeurs de droite aussi. Donc c'est ce qui explique que l'on a également une partie, puis ça, au final, par exemple tous les petits commerçants, ils se retrouvent bouffés par les grandes surfaces, etc. C'est aussi des gens qui perdent leur travail et leurs moyens de subsistance. Donc voilà, donc et puis à gauche, à gauche, les gens qui travaillent, ils sont toujours
situation que... Voilà. Donc l'idée, c'est de faire un pont, justement, donc de passer par-dessus ce mur qui a été construit pour empêcher qu'une alternance, une véritable alternance, je parle, hein, pas entre Macron, Sarkozy ou Hollande, où là, c'est une alternance d'étiquette, mais c'est toujours la même politique qui est mise en face, une véritable alternance survienne. Donc le seul moyen, c'est, comme sur le plan politique propre, on ne peut pas y arriver, c'est de faire un pont entre la droite et la gauche, et le seul moyen de faire le pont, c'est de changer les règles du jeu, ce qui va permettre aussi de débloquer la situation politique, mais aussi de rassembler les gens sur se dire, bah, on veut mettre en place une 6ème République, une nouvelle constitution, des nouvelles règles du jeu, donc on est au-delà du clivage gauche-droite. On reprend notre souveraineté. Le peuple reprend sa souveraineté. Eh bien, l'idée, c'est un peu la même ici, de se dire comment on pourrait s'y prendre là. Ben, il faut être au-dessus, là, on n'est pas dans le clivage gauche-droite, on est dans le clivage producteur-consommateur. Qu'est-ce qui permet de rassembler et d'être au-dessus du clivage producteur-consommateur, puisqu'on a favorisé le consommateur au détriment du producteur par cette idéologie de la transgression. Je vous renvoie, pareil, à Chronique des Barbaries pour vous expliquer comment ça se produit. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ça? Eh bien, dans ce cas, ce n'est pas la Constitution, c'est l'humain. Parce que dans les deux cas, ce sont des humains qui sont des producteurs et des consommateurs. Et on va retomber sur les besoins du corps et de l'âme, bah, puisque c'est ce qui caractérise justement les êtres humains. Et donc on retombe sur le cœur du logiciel de notre Constitution. Donc c'est encore une voie où on retombe en fait sur ces mêmes besoins du corps et de l'âme, par encore une autre voie, vous voyez, qui n'était pas anticipée, comme l'autre fois quand j'ai discuté sur le fait du référendum de 2005 et que il fallait être sur le sujet constitutionnel parce que, et cette fois-ci dans l'adhésion, parce que c'est ce qui nous réunit, mais ce n'était pas anticipé au départ. Je n'avais pas pensé à ça au départ, c'est en cheminant que je suis retombé sur ces mêmes besoins du corps et de l'âme. Pour les barbaries, la même chose, puisque c'est la contraposée d'aller vers une meilleure civilisation. Ben, la barbarie qui est allée vers une moins bonne civilisation, eh bien, c'est forcément le chemin inverse. Hein. Et donc là, de nouveau, on retombe sur les besoins du corps et de l'âme, ce qui, je dirais, valide de plus en plus le fait que c'est essentiel et que c'est vraiment la bonne piste à suivre pour se résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, puisque par différents chemins, on retombe toujours dessus. Vous voyez ? Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est vraiment une indication de se dire, il y a quand même de grandes chances que cette voie-là, ça soit la bonne. Parce que comment ça se fait qu'on retomberait tout le temps sur la même solution, sur le même nœud gordien du problème. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Alors, donc on a des humains, hein, dans toute leur diversité, et donc ils ont des besoins du corps, et bon, se nourrir, se loger, etc., et des besoins de l'âme, la liberté, l'égalité, etc., etc., la propriété individuelle, collective, et j'en passe, et d'autres. Je vous renvoie aux vidéos qui expliquent ça en détail. Alors, si on regarde un peu, l'humain, comme on l'a vu, il est dans la consommation. Il a besoin de consommer. Et c'est plutôt... Alors, hein, il y a une flèche, on est le côté du corps. Là, la consommation concerne en premier lieu le corps, même si ce n'est pas que. Hein, on n'est pas sur des choses dures, mais le gros de la consommation va concerner le corps. Donc l'animal, le quantitatif, donc la quantité. Hein, quantité de nourriture, la surface du logement, etc., etc. On est surtout, quand on est dans la consommation, on s'adresse en premier lieu, le plus souvent, au corps. Par contre, quand on est du côté de l'âme, on a vu qu'il y a d'autres valeurs, comme la liberté, etc., et celle qui est proposée d'être introduite en supplément de celle de Simone Veil, comme nous sommes des animaux sociaux, et que depuis le néolithique, nous produisons, donc là, on est vraiment du côté de la production. Donc c'est pour ça, ça rejustifie d'une autre manière, je dirais, le fait d'introduire, comme en tout premier lieu, hein, le travail comme un besoin de l'âme.
puisque nous sommes des animaux sociaux et des animaux qui distinguent, ce qui nous distingue justement des autres animaux, c'est par essentiellement le travail, justement, c'est que nous avons un travail social qui s'accomplit et donc qui est devenu dans nos sociétés un besoin fondamental. Et on l'a vu aussi dans la vidéo sur le mythe, la nécessité d'un mythe fondateur, d'un mythe sentimental, d'un mythe amoureux fondateur, comment ça se médiait justement entre ce travail qui va produire et qui va justement permettre la satisfaction des besoins du corps. Hein. Et que par l'amour, justement, c'est la médiation qui permet de passer de façon harmonieuse du travail du producteur vers la consommation de celui qui consomme, de l'enfant par exemple, du nourrisson. A contrario, la transgression, c'est tout à fait le contraire, c'est la consommation qui par le viol méprise le travailleur, le producteur, et lui arrache en définitive de façon transgressive, de façon violente, hein, c'est un viol, ça peut être un viol verbal, hein, le producteur. Donc là, je vous renvoie à la vidéo sur le mythe amoureux, hein, pour montrer cette médiation. Donc là, il faut arriver à passer donc à une production et à l'amener à du qualitatif. Hein. Donc ça, Kluskar en parle justement on verra en quoi cette proposition fait partie. Ça, c'est pas vrai qu'il ait inventé complètement, même si c'est le relier aux besoins du corps et de l'âme. Bon, là, c'est effectivement avec mon ami Eberhardt, des choses qu'on a discuté, qu'on a discuté ensemble. Mais pas précisément pour sortir des transgressions, hein, pour le coup. Je pense qu'il regardera cette vidéo et qu'il réagira en conséquence. Donc voilà, donc nous avons ces deux éléments. Et donc l'idée, c'est d'essayer de réconcilier ces choses-là et de les amalgamer dans un nouveau concept qui est en fait la notion d'individu citoyen. La notion d'individu citoyen, parce qu'on est dans l'individualisme, on l'a bien vu, et c'est une dimension qui est importante aussi. Hein. On n'est pas dans le collectivisme, le collectif n'est pas tout. Là, on est passé dans nos sociétés, on est plutôt dans l'individualisme à tout craint. Or, l'homme, il est les deux. Il est à la fois, comme il est un consommateur et un producteur, il est aussi un individu, mais il est aussi un citoyen, il participe, il est dans une société. C'est aussi deux choses indissociables, eh bien, qu'il faut rééquilibrer, qu'il faut réussir à harmoniser, à mettre ensemble. C'est vraiment, donc, plutôt que le citoyen comme on l'avait jusqu'ici, l'idée c'est de se dire, eh bien, on va amalgamer les deux, et on va dépasser simplement le côté citoyen aussi, hein, qu'il est dans le collectif, donc ça, mais il le faut, mais aussi le côté individuel, où est-ce qu'on est que dans la transgression, on n'est plus du tout dans le collectif, donc ça va pas. Et donc, l'idée aussi, c'est du coup aussi de réintroduire des notions comme la spiritualité, c'est-à-dire d'adresser l'individu en tant qu'individu, aussi dans toutes ses dimensions, puisque la dimension nationale, par exemple, il y a aussi une spiritualité dans cette dimension-là. Et d'essayer de remettre tout ça ensemble. Et donc au travers du concept d'individu citoyen. Alors, essayons de voir un petit peu ce que ça veut dire. Donc, c'est d'aller au-delà, en fait, des transgressions. C'est-à-dire, l'idée, ça serait d'atteindre un stade où il n'est plus agréable de transgresser. Quand vous êtes un individu citoyen, vous n'avez plus envie de transgresser parce que si vous transgressez, vous vous abîmez vous-même, soit en tant qu'individu, soit en tant que citoyen. Et donc ça, c'est quelque chose qui va vous casser vous-même si vous faites ça. Donc, l'idée, c'est d'aller vers ça, c'est donc de dépasser cela et d'être... ça le fait déjà, hein, on a ça au fond de nous déjà, parce que justement, les gens qui le vivent mal d'aller vers cette barbarie, ils sentent bien qu'ils cassent les autres et qu'ils se cassent eux-mêmes. Mais il faut arriver à valoriser, à développer ça, à s'appuyer sur cette frustration, en fait, pour
le tourner en un sentiment positif, de dire « Mais non, je n'ai pas envie de transgresser, ça ne m'intéresse pas. » Et donc, justement, l'idée c'est de viser un épanouissement par l'acquisition de la qualité d'individu citoyen, et donc d'être bien dans sa peau individuellement, mais également être bien collectivement dans la société. Voilà le moyen de dépasser et de dépasser la transgression, qu'elle ne soit plus agréable, pour justement qu'on soit bien dans ces deux dimensions, parce que on voit bien qu'aujourd'hui les gens sont pas bien généralement dans aucune de ces deux dimensions. Donc le but c'est de viser quelque part un homme complet, un homme qui marche sur ses deux jambes et qui a toutes ces dimensions, consommateur, producteur, individu, citoyen, rationalité, spiritualité, que tout ça puisse vivre de manière harmonieuse, de telle sorte que, et acceptable, de telle manière qu'on n'ait plus envie de transgresser pour ne pas s'abîmer soi-même ou abîmer les autres. Donc en fait, on arrive voilà, bon, c'est un schéma comme ça, hein, voilà, c'est vraiment quelque chose à travailler. On va mettre en relation des choses comme la nation, le travail, le corps, la qualité, la quantité, la politique, la spiritualité, les croyances, le civisme, l'État, etc. Donc cet homme complet devra justement se retrouver et trouver sa place dans ce truc. Je vais faire une petite digression pour faire une question qui pourrait figurer dans les chroniques des barbaries. Pourquoi croyez-vous qu'il y a une partie des jeunes de nos sociétés qui se convertissent à l'islam et qui vont à Daesh et ce genre de barbarie totale? Parce que, bien souvent, ils arrivent à une vingtaine d'années dans la société, ils n'ont pas de place dans cette société. Suffit qu'ils ne soient pas bons à l'école, qui ne soient pas bons footballeurs. À 20 ans, leur vie, c'est quoi leur débouché, c'est quoi leur avenir? Ils n'en ont pas. C'est-à-dire, on a 20 ans, on a toute la force et l'énergie de la jeunesse, il n'y a pas de place pour vous dans la société. Il ne faut pas s'étonner que ces gens-là se tournent vers... Ça n'excuse rien, c'est pas une question de chercher des excuses et tout. On arrive dans une société, il n'y a pas de place pour vous. Qu'est-ce qui devient? Comment voulez-vous qu'il devienne autre chose qu'un délinquant, qu'un Daesh ou qu'un truc comme ça? Eh bien, l'idée de construire l'individu citoyen, c'est que chacun trouve sa place. Et voilà, c'est ce vers quoi il faut tendre, ce vers quoi il faut tenter de mettre en place une nouvelle civilisation. Pour le coup, c'est vraiment une nouvelle civilisation. On va projeter d'être réactionnaire, justement. Là, on est vraiment sur un fondement civilisationnel différent du judéo-christianisme, hein, très clairement, qui est une civilisation en bout de course. Alors, au-delà des transgressions, qu'est-ce que ça pourrait dire? Alors, là, on a parlé, justement, quels seraient les problèmes, justement. Là, on a vu, on aurait l'homme complet. Est-ce que ce ne serait pas un homme nouveau? Attention, si on se met à penser homme nouveau, on se met à penser Nietzsche, on se met à penser Hitler, nazisme, créer un homme nouveau, etc. Ou même dans une partie de l'idéologie stalinienne, on avait aussi cet aspect homme nouveau, hein, d'une façon assez différente, mais on pouvait avoir cette dimension homme nouveau dans une société sans classe, donc qui créerait un homme nouveau. Est-ce que, attention, est-ce que cet homme complet, est-ce que ça ne serait pas un nouveau type d'homme nouveau, et donc du coup le pavé et l'enfer est pavé de nouvelles intentions? Est-ce que en fait ce qui est proposé là ne serait pas une barbarie aussi quelque part? Ce serait quand même assez ennuyeux d'essayer d'éviter les barbaries pour aller plonger dans une nouvelle barbarie en essayant d'inventer un homme qui serait idéalisé et qui n'existerait pas. Eh bien, la réponse est non. Je peux dire qu'on a de la chance, mais non, on n'a pas de chance. C'est pas un hasard. Hein. Non, car en fait, l'idée, quand on repart justement sur les besoins du corps et de l'âme, c'est qu'on s'appuie
sur ce qu'il y a le plus profond et de plus incorporel et de plus universel chez l'homme. C'est-à-dire qu'au contraire d'essayer de créer des choses théoriques qui n'existent pas, on essaye au contraire de coller aux besoins de l'homme tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de créer un homme nouveau, mais de s'appuyer sur l'homme tel qu'il est, avec toutes ses dimensions, et en essayant de satisfaire ses besoins, du corps et de l'âme. Donc, y compris des notions comme la spiritualité et, donc, et l'équilibre. Et donc, voilà. Autre écueil, est-ce que c'est pas réactionnaire, justement? Est-ce que c'est pas essayer d'être un retour en arrière? Bon, en fait, c'est tout le contraire, hein, puisque l'idée est plutôt d'aller de l'avant et de créer... Enfin, je pense que c'est assez clair que c'est assez novateur, hein, même si la base s'appuie sur Simone Veil, qui est morte depuis bientôt 80 ans maintenant, hein, mais elle était tellement en avance sur son temps que c'est encore complètement d'actualité. Et l'idée, c'est justement d'être ensemble et ou individuellement dans un épanouissement à la fois individuel et collaboratif. Donc ça, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit intervenu jusqu'ici. Hein. Donc l'idée est quand même là-dessus. Et de le faire de façon simple, hein, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique non plus. Hein. C'est de mettre des principes, comme on avait les droits de l'homme jusqu'ici et du citoyen, la déclaration, c'est de mettre ces besoins du corps et de l'âme dans la Constitution. Hein. Ça commence par là, et c'est quand même là un des leviers principaux pour que ça devienne, pour que ça se concrétise. Donc c'est pas du tout quelque chose de fantasmé ou de choses comme ça. La traduction, elle est tout à fait concrète, elle est établie, elle est listée, et on peut la retrouver. Alors, quelles sont les médiations donc, pour aller au-delà des transgressions? Bien, j'en ai listé quelques-unes qui sont de nature un petit peu différente, mais qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'organisation de la 6ème République, c'est le travail en binôme, par exemple. Le travail en binôme, vous pouvez à la fois, c'est par exemple la programmation à deux, mais c'est un autre cas de binôme, hein, mais c'est un cas de binôme, mais donc le travail à deux, vous pouvez à la fois vous exprimer individuellement, vous êtes déjà dans du collectif puisque vous êtes à deux. Et moi, pour l'avoir pratiqué, la programmation à deux, la programmation, vous voyez, par exemple, typiquement, on est vraiment dans quelqu'un des gens qui deviennent autistes. Moi, c'est un milieu que je connais bien, hein, je suis informaticien, donc je connais. Et c'est des gens qui sont... les programmeurs, hein, je parle vraiment des gens, des programmeurs, ils sont tendance à être enfermés sur eux-mêmes, à être dans leur monde, dans leur petite bulle, de parler à personne, d'être isolés, de vivre seuls. Hein. Pour les plupart, ils sont incapables d'être en couple, hein, pour beaucoup. Donc, et entre eux, c'est toujours la compétition, celui qui aura trouvé le bout de code le plus malin, etc. Enfin, on est toujours dans une truc comme ça, très individualiste. Et la programmation à deux, eh bien, paradoxalement, ça marche. Quand vous programmez à deux, moi je l'ai pratiqué, eh bien, je peux vous dire, ça fonctionne. Il y en a un, il n'y a qu'un seul ordinateur, un seul clavier, et il n'y en a peu qu'un, il n'y en a qu'un qui tape à un moment donné. Donc il y en a forcément un, et on change les rôles à tour de rôle, et ça fonctionne. Et donc là, vous êtes à la fois dans l'épanouissement individuel, parce que ça a un côté, parfois même jusqu'à artistique, de faire des programmes informatiques, eh bien, mais vous avez aussi le côté collectif, puisque vous travaillez aussi avec quelqu'un. Voilà un exemple typique de binôme et du caractère fructueux et de quelle façon, justement, ça pourrait se faire, ce dépassement de la transgression. Parce que là, vraiment, c'est des gens qui sont dans la transgression permanente. Là, c'est une voie qui existe aujourd'hui. On n'est pas dans le rêve, hein, on n'est pas dans le fantasme, c'est des choses qui existent, qui se pratiquent. Évidemment, la programmation à deux, quand vous dites ça à un patron, ouais, je vais payer 2 développeurs pour faire le même boulot, alors qu'en fait, ils vont faire un boulot plus rapidement et surtout de meilleure qualité. Et avec des gens beaucoup plus épanouis, plutôt qu'avec les méthodes actuelles comme Scrum, etc., enfin pour ceux qui est de l'agilité, qui est en fait juste un moyen de leur presser le citron et qu'ils soient toujours à bosser. Voilà, c'était un premier élément.
Une deuxième médiation pour l'homme, pour réconcilier l'individu et le collectif, c'est le référendum d'initiative individuelle. Le RI, par opposition au RIC, référendum d'initiative citoyenne. Vous voyez, on a donc justement, on a la traduction tout à l'heure, l'individu citoyen, eh bien on a le RI pour l'individu et le RIC pour les citoyens. Eh bien, il faut donner la possibilité qu'une personne seule, qu'un seul individu, soit en mesure de proposer un référendum d'initiative individuelle. Évidemment, ça a des conditions pour que ça puisse revenir, qui ne sont pas les mêmes que celles du RIC. Elles sont très différentes même, certainement. Hein. Mais un individu, s'il a une bonne idée, eh bien, aucune raison qu'il soit entravé par des problèmes collectifs sans objet, je dirais, par rapport à l'idée qu'il a eue, à la proposition qu'il peut avoir, qui peut être très valable, même s'il n'y a eu que lui qui l'a eue, eh bien, elle peut être très intéressante. Il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas être soumise au reste de la nation, hein, au reste des citoyens. Donc voilà une deuxième médiation possible. Mais il y en a d'autres. Il y a la notion de ce que j'appelle de service civique, alors qui peut ressembler à ce qu'on a aujourd'hui, mais bon, après voilà, là on rentre dans la mécanique, on est au-delà de un P6R, on est au-delà de la Constitution, mais cette notion de service civique, l'idée c'est un peu comme le modèle, je prends souvent ce modèle des jurés d'assises, où est-ce qu'en fait les citoyens participent individuellement et collectivement, pour le coup, en tant que citoyen dans une cour d'assises, à la justice, donc à l'administration de la société. Bien, l'idée, c'est d'avoir ce genre de choses, mais également dans les administrations. Vous voyez ? Ça changerait profondément le fonctionnement de l'État. C'est-à-dire qu'actuellement, on a des fonctionnaires qui ont des règlements, etc., et avec une bureaucratie. Si on introduisait de la citoyenneté, mais qui soit pas simplement de la citoyenneté subordinatrice, puisqu'il viendrait en tant que citoyen, et pas simplement en tant que salarié, employé. Donc il pourrait aussi amener leur œil de citoyen dans les administrations, dans les... Et ça changerait profondément le fonctionnement de l'État, je pense, de façon importante. Donc ça, c'est encore un exemple. Il y a aussi la notion de cérémonie. Bon, là, c'est peut-être à inventer encore, hein, mais la notion cérémonielle, parce que c'est célébrer le côté à la fois individuel et temporel et collectif, mais c'est la remise en avant des cérémonies, de la création peut-être même de nouvelles cérémonies, c'est important aussi pour que les gens se ressentent reconnus et existants en tant que personnes et en tant que citoyens dans la société. C'est une part de la spiritualité aussi, le fait d'avoir des cérémonies. Hein. On voit bien dans les enterrements aujourd'hui, les gens dans les enterrements, le fait qu'il n'y ait pas d'enterrement civil par exemple, ou je ne sais pas si ça existe, mais enfin pas à ma connaissance, ça a un côté justement les gens ont un manque par rapport à ça, et du coup ils se replient sur l'église, souvent c'est le seul moment où les gens vont à l'église, c'est pour les enterrements, parce qu'il y a un manque de cérémonie. Mais l'homme a besoin de cérémonie, l'homme a besoin de spiritualité justement, de dire bah, on fait partie de quelque chose, d'un continuum qui nous dépasse. Donc voilà comment un petit peu, vous voyez, les pistes qui sont pour dépasser les transgressions. Là on voit bien qu'on est très loin des transgressions, mais qu'on touche aussi au plus profond de l'être humain. Hein? Là, on peut créer une société d'une bien meilleure qualité, je pense. Passer du quantitatif au qualitatif. Alors, sur quel front faut-il travailler? Là, j'ai peur qu'on soit déjà très très long. Hein. Je vais regarder l'heure quand même, parce que... Oui, on est déjà quasiment à 1 heure. Bon, écoutez, je crois que je vais en rester là pour aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai mis beaucoup plus de temps que je ne le prévoyais pour cette première partie.
donc du coup, on va pas, parce qu'il y a 4 fronts, hein, donc vous voyez, il y a encore pas mal de choses à voir. Ça me permettra peut-être même de travailler sur certains fronts qui sont encore embryonnaires aujourd'hui. Donc je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Donc du coup, la semaine prochaine, bah, je disais le gouvernement, etc. En fait, non. Parce que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. Je vais prendre quelques jours de congé, et donc, enfin, un jour de congé la semaine prochaine. Donc du coup, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Donc on continuera sur le dépassement des transgressions, sur justement sur quel front il faut travailler, sur quel front il faut se battre pour réorienter notre société et sortir et aller vers un espoir, une société bonifiée, plutôt que d'aller vers la barbarie et la déliquescence complète de ce monde. C'est quand même ça qui est en jeu au final. Le réchauffement climatique, il ne se limite pas qu'à la France, hein, ou la disparition des espèces, ça ne se limite pas qu'à la France. Donc voilà, donc on est vraiment sur cette dimension-là. Hein. Donc pas à mercredi prochain pour le coup. Reprenons espoir, vraiment, vous voyez, là je pense qu'on trace vraiment des voies pour reprendre espoir, tout en essayant d'être parfaitement réaliste. Hein. J'ai donné des exemples de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde réel, hein, la programmation A2, les cérémonies, etc. Les référendums d'initiative citoyenne, ça existe dans plein de pays. Ben, là, c'est nouveau, ces référendums d'initiative citoyenne, c'est ce qui est apporté là. Mais on voit bien que l'écart, il n'est pas énorme. Et on voit bien que pour peu qu'on arrive à mettre en place une nouvelle constitution, on peut arriver à le faire. Hein. Et le moyen pour le faire, bah, c'est d'élire un président dont ce sera le seul mandat. Un président pour la 6ème République. Et ça, c'est faisable aussi. C'est difficile, il faut y travailler, il faut arrêter de se disperser, il faut arrêter de croire qu'on va arriver, il faut travailler. Enfin, vous voyez, hein, c'est un gros travail qui est fait, qui est produit, qui est nécessaire et qui va permettre de réorienter et voilà, on va passer qualitativement vers quelque chose qui ouvre une perspective. Vendredi, chronique des barbaries. Oui, alors on va parler du multiculturalisme dans cette chronique des barbaries. Donc, et montrer pourquoi on arrive au multiculturalisme et le fait que c'est quelque chose qui est impossible et qui conduit qu'à des effets fort délétères, aussi bien hier et surtout hier. Donc, et aujourd'hui, bah, on commence à le mesurer également. Voilà, reprenons espoir. Donc pas d'émission la semaine prochaine, donc à la semaine d'après. On poursuivra cette nouvelle voie pour sortir des transgressions, sortir de la société de pure consommation, sortir du marché du désir, du prostitutionnel, comme disait Kluskar, pour aller vers des humains qui marchent sur des jambes, équilibrés le plus possible dans tous les domaines. Je vous remercie, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Et puis n'oubliez pas, hein, attendez, hop, la scène de fin quand même, il ne faut pas oublier ça. Donc faut participer, hein, parce que ça ne va pas se faire tout seul, évidemment. Il faut vous inscrire. Je vous invite vraiment à vous inscrire sur le site parce que c'est vraiment là où on a les éléments les plus importants. Il y a les actions, la vidéo, les actions pour la 6ème République. Il faut à un moment donné passer la vitesse supérieure. Hein. 2022, je le répète, c'est la dernière échéance. Plus on s'enfonce dans la barbarie, ça serait dramatique si Macron était réélu. Ça serait vraiment dramatique. Plus on s'enfonce dans la barbarie, plus il sera difficile d'en sortir. C'est évident pour des sujets comme le réchauffement climatique, mais dans tous les domaines, c'est valable. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, de nouveau des vacances. Inscrivez-vous sur le site imp6r.org. Au revoir.